Salut à tous, bienvenue sur les projecteurs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver enfin pour parler du roi des kaijus sur la chaîne, j'ai nommé Godzilla, et plus particulièrement le film de Gareth Edwards paru en 2014, parce que bordel, il est génial je trouve. Godzilla, ou Gojira en japonais, est une icône de la culture japonaise apparue pour la première fois dans le film japonais Godzilla de Ishiro Honda en 1954. Il s'agit d'un kaiju que l'on peut traduire en monstre géant, souvent décrit comme un lézard préhistorique aux dimensions colossales doté de pouvoirs surhumains. En 2010, les studios Legendary Pictures et Warner Bros. Achètent les droits de Godzilla, et bien que freiné considérablement par la catastrophe nucléaire de Fukushima un an plus tard, un film centré sur le kaiju est bel et bien en développement, avec un cachet d'environ 160 millions de dollars. Les studios effectuent alors un choix osé, en la personne de Gareth Edwards. Le jeune réalisateur anglais qui venait tout juste de sortir de son premier film Monsters est annoncé en tant que réalisateur. Et même si ce dernier est génial, confier une telle enveloppe à un réalisateur de la sorte, ça n'inspire pas confiance à tout le monde. En ce qui concerne le design de Godzilla lui-même, Edwards a collaboré avec le concepteur de monstres Matt Alsop pour donner une nouvelle vision à la créature iconique. Ils ont cherché à créer un Godzilla qui respectait les caractéristiques classiques tout en le rendant plus réaliste et imposant. En 2013, et après un tournage d'un peu plus de 4 mois, une grosse première bande-annonce est dévoilée, et cette dernière ne laisse déjà pas indifférent. Une ambiance sombre, pesante, et des images impressionnantes qui feront alors beaucoup parler. Et si finalement Edwards était le bon choix? Voilà la question qu'énormément de fans se posent. Question qui aura sa réponse le 14 mai 2014 avec la sortie du film. Personnellement, je suis un adepte de films de science-fiction, d'autant plus quand ils sont prenants et intrigants. Et effectivement, ce Godzilla a tout pour me plaire. D'une photographie soignée prenant l'allure d'une fresque visuelle par moment, à des effets spéciaux à couper le souffle, tout y est dans ce film. D'un côté, Edwards a réussi à honorer les origines du personnage tout en y apportant une approche moderne. Le cinéaste et son équipe ont montré un respect évident pour le matériel source japonais, en y intégrant des éléments de la mythologie nippone tout en représentant le kaiju d'une manière qui le rendait accessible à un public mondial. En plus de ce dernier, le film peut compter sur un casting solide. Bryan Cranston, Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen et même le superbe Ken Watanabe. Les effets spéciaux et le travail de post-production sont eux aussi au rendez-vous. Le design de Godzilla a été salué pour son mélange d'éléments classiques et de mises à jour modernes. Les effets spéciaux sont impressionnants, rendant Godzilla et les autres monstres du film visuellement spectaculaires et réalistes. L'échelle des titans par rapport aux monuments et autres constructions humaines témoigne du gigantisme de ces créatures. Le réalisateur a réussi à créer une atmosphère emplie de suspense et de tension tout au long du film. La manière dont il a utilisé la musique, la photographie et la mise en scène a contribué à maintenir l'attention du public et à créer une ambiance à la fois mystérieuse mais aussi épique. Mais attention, tout n'est pas tout rose non plus. Une critique fréquemment soulevée concernait le développement limité de ses personnages principaux, ou encore la frustration de certains spectateurs quant au fait que Godzilla lui-même n'apparaissait que relativement tard dans le film, laissant moins de temps à l'interaction entre le monstre et les humains. Ce que je peux comprendre, même si j'ai mon avis bien tranché là-dessus, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Malgré tout ça, le film récolte pas moins de 530 millions de dollars au box-office mondial. Des chiffres plus que corrects quand on connaît l'avis de la plupart des critiques envers le Godzilla de Roland Emmerich sorti 16 ans plus tôt, ce dernier n'ayant pas laissé un très bon souvenir du personnage au cinéma. Le film s'ouvre sur des événements mystérieux impliquant une centrale nucléaire japonaise en 1999. L'ingénieur Joe Brody, interprété par Bryan Cranston, perd sa femme lors d'un incident énigmatique et suspect au sein de la centrale. Des années plus tard, son fils Ford Brody, devenu soldat de la marine, est appelé au Japon pour aider son père qui continue à enquêter sur des phénomènes étranges et des signes précurseurs de quelque chose de colossal et potentiellement dangereux, les Massive Unidentified Terrestrial Organisms, ou MUTO. Plus le film avance, plus ce dernier explore la menace des monstres qui émergent de manière inattendue. L'intrigue se déplace vers des scènes de destruction massive alors que les monstres engagent des combats épiques provoquant des dégâts colossaux. En parallèle, des scientifiques et des militaires tentent de comprendre l'origine de ces créatures et de trouver un moyen de les stopper avant qu'elles ne détruisent complètement la planète. La confrontation finale se déroule à San Francisco. Ford est impliqué dans une mission visant à désactiver une ogive nucléaire avant qu'elle n'explose en plein milieu de la ville et n'entraîne une catastrophe encore plus grande. Godzilla, initialement perçu comme une menace, est révélé comme le sauveur de l'humanité. Tout est bien qui finit bien, et effectivement, quand on regarde le film sous cet angle, c'est sympa, mais sans plus. Là où Edward fait fort, c'est sur sa relecture. Si on analyse bien le film, on peut y trouver plusieurs points apportant profondeur et réelle qualité au scénario.
Le docteur Ichiro Serizawa, incarné par Ken Watanabe, joue le rôle clé dans l'intrigue en tant que scientifique qui comprend la menace que représentent les mutos, ainsi que la présence de Godzilla lui-même. Il sert de lien entre la communauté scientifique et militaire, apportant son expertise et sa compréhension de la nécessité de Godzilla pour restaurer l'équilibre naturel et maintenir la stabilité écologique. Ça va même plus loin que ça. Le docteur Serizawa apporte une dimension émotionnelle au film, soulignant la complexité des relations entre les humains et ces créatures titanesques, et rappelle les thèmes de responsabilité environnementale et de coexistence entre l'humanité et la nature, me faisant énormément penser à une citation du génie Ian Malcolm dans Jurassic Park, premier du nom, la vie trouve toujours un chemin. Pouah, les frissons quand je prononce cette phrase, sérieux. En revanche, ici la vie a choisi Godzilla, qui, contrairement à certaines représentations antérieures où ce dernier est perçu principalement comme une menace, est présenté comme un élément essentiel pour restaurer l'équilibre naturel. Tant qu'on y est, parlons quelques instants du design de Godzilla lui-même, dont je suis particulièrement fan. Exit le Godzilla plus long que haut, comme dans sa version de 98. Ici, ce dernier est immense, mesurant environ 110 mètres de hauteur pour 90 000 tonnes. C'est vous dire la taille de la bête. Son cri emblématique a lui aussi été retravaillé, puisque beaucoup plus grave et surtout marqué par ses quelques notes de fin titanesques. Autre énorme point fort du film, contribuant par ailleurs à la superbe ambiance générale de l'œuvre, la bande originale d'Alexandre Desplat. Et oui, c'est un français. Ce dernier a créé plusieurs thèmes mémorables pour le film, notamment un thème distinct pour Godzilla lui-même. Conçu pour refléter l'ampleur et la puissance des créatures titanesques tout en renforçant l'esprit dramatique du récit, cette dernière peut même paraître expérimentale par moments. Desplat a fait le pari d'y intégrer les chœurs, ajoutant une dimension épique et grandiose aux scènes de combat. Les chœurs sont utilisés pour accentuer le caractère monstrueux et la grandeur des événements à l'écran. En tant que clin d'œil à l'origine japonaise de Godzilla, la bande originale comporte également des éléments musicaux qui évoquent la culture japonaise, permettant de créer une connexion subtile avec les racines du monstre mythique. Mais le point qui a tout changé pour ce film, qui n'est jusque-là qu'un sympathique film de science-fiction, c'est la mise en scène de Gareth Edwards. On le sait, que ce soit dans Monsters, dans Rogue One ou même dans The Creator qui vient tout juste de sortir, le réalisateur sublime des plans de base majestueux grâce à une mise en scène maligne. Mais dans Godzilla, ce dernier a vraiment réalisé un travail d'une toute autre dimension. Expédiant toute sa palette technique, Edwards nous propose ici son travail le plus soigné à mes yeux. Malgré la présence colossale de Godzilla et des autres monstres, le réalisateur utilise fréquemment des points de vue humains pour raconter l'histoire. Les caméras sont souvent positionnées à hauteur d'homme pour montrer comment les personnages réagissent aux événements présentés dans le film. La mise en scène capture les réactions humaines naturelles face à une menace de cette ampleur. On voit des scènes de panique, de scènes de chaos, mais aussi de courage et de détermination, ce qui renforce le réalisme émotionnel du film. Même lors des scènes d'action mettant en vedette les monstres, la mise en scène à l'échelle humaine tente de montrer l'immensité des créatures en les comparant à des décors urbains familiers. Cela souligne le contraste entre la petitesse des humains et la grandeur des monstres, grandeur elle aussi intelligemment filmée puisque dans certaines scènes le kaiju n'apparaît même pas en entier à l'écran tant il est imposant. Avec cette idée en tête, Edwards cherche à humaniser l'histoire, à travers des points de vue, les dilemmes personnels, les réactions face à la menace et l'utilisation des personnages centraux. Cela permet au spectateur de s'immerger dans le monde et l'ambiance du film, de ressentir les enjeux personnels et de vivre l'histoire à travers les yeux des protagonistes humains. Autre immense démonstration de force de la part du réalisateur, la scène du saut en parachute au-dessus de San Francisco, aussi appelé Halo Jump. Le Halo Jump est une technique militaire qui implique un saut en parachute à haute altitude, suivi d'une descente à basse altitude, souvent utilisée pour des opérations spéciales. Dans cette scène, l'équipe effectue un saut depuis un avion à haute altitude, plongeant à travers les nuages vers un San Francisco dévasté. La séquence est particulièrement impressionnante en raison de sa réalisation immersive et de l'utilisation d'une photographie saisissante. Les effets spéciaux et la bande sonore tirée tout droit du mythique 2001 l'Odyssée de l'espace ajoutent à l'atmosphère tendue de la scène. Ce qui rend cette scène unique, c'est l'approche réaliste adoptée par Gareth Edwards, qui a choisi de filmer la scène de manière continue, créant une séquence sans coupure qui donne l'impression d'être en chute libre aux côtés des personnages. Ajoutez à ça les visuels d'un San Francisco sans dessus-dessous et la respiration du personnage qui s'accélère au fur et à mesure de la descente, jusqu'à même pouvoir poser ses yeux sur un Godzilla plus terrifiant que jamais, une scène maîtrisée de bout en bout, ça c'est du cinéma. Vous l'avez compris, les personnages sont donc complètement impuissants face à la menace des kaiju. Les mutos cherchent désespérément à consommer des radiations et en tant que réponse naturelle, Godzilla viendra essayer de mettre fin à ce chaos. Les humains complètement désemparés face à la situation ciblent donc aussi bien Godzilla que les mutos, à tort, et pourtant,
Un seul titan restera debout à la fin de ce qu'on appelle aujourd'hui le G-Day. Mesdames et messieurs, My God, Zilla. Suite au succès du film, tout un univers sera créé autour du personnage de Godzilla, le Monsterverse. Kong Skull Island, Godzilla King of the Monsters, Godzilla vs Kong, la série Monarch Legacy of Monsters qui est actuellement diffusée sur Apple TV et Canal+, et en mars prochain, Godzilla X Kong The New Empire. Tous ces films continuent d'étoffer un univers où les titans sont rois et où l'humain n'est qu'un simple spectateur, un peu à la manière du film de Gareth Edwards. J'aime beaucoup l'une des citations du docteur Serizawa qui résume très bien tout ce que je viens de vous raconter par rapport au message de fond porté par le film, et qui au final est une certaine métaphore de ce qui se passe actuellement dans le monde, avec tous les problèmes de pollution et de destruction causés par nous, petits hommes. The arrogance of man is thinking nature is in our control, and not the other way around. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, même si cette dernière est un tout petit peu plus courte que les autres et que ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Il fallait vraiment que je vous parle de ce film que j'apprécie tout particulièrement, tant Edwards nous propose ici un projet à la fois osé et rigoureux je dirais, mais millimétré au possible et vraiment impressionnant sur plein de points. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt sous les projecteurs pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.